agite la théorie du complot. L'ancien secrétaire d'État dénonce un complot politique. Pour étayer la thèse du complot, il évoque un complot. Donc... Je m'excuse, le Watergate... Non mais il est ironique quand il dit qu'il n'y a pas de complot. Pour dénoncer une sorte de complot politique. Je suis victime d'un complot, dit-il. Et les théories du complot. Il y a un complot. Il y a un complot international. Y a-t-il complot? Non. Y a-t-il mystère? Oui. Toujours le même refrain, complot, complot, complot. J'observe qu'on ne peut plus en France décrire ce qu'est la géopolitique américaine sans aussitôt se faire taxer de complotiste avec un petit rire. Sous-entendu, le pauvre, il faudrait qu'il aille quand même aller prendre des anxiolytiques et il est zinzin. Alors, je vous ai apporté, je vais le lire à haute voix parce que je suis têtu. Paris Match, 136, 27 octobre 1951. Question à M. Eisenhower, qui à l'époque est à la tête du CHEP, c'est-à-dire qu'elle va devenir l'OTAN, et qui après devient président des États-Unis. Répond à question du journaliste. Que pensez-vous de la Fédération européenne? Réponse. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Alors, est-ce que c'est du complotisme que de lire Paris Match? Monsieur Clinton, président des États-Unis le 15 novembre 1999 à Ankara, dépêche AFP de 15h35. Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie. Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'UE. Aucun pays de l'Union européenne, d'ailleurs, n'a rappelé son ambassadeur à Washington en disant que ce n'était pas les affaires des États-Unis de savoir qui devait entrer dans l'Union européenne. Monsieur George Bush, président des États-Unis, discours à l'université de Varsovie. La preuve qu'on n'est pas aux ordres des États-Unis, c'est que la Turquie n'est pas entrée et n'entrera très probablement pas. Oui, ça fait déjà 6 milliards d'euros que l'on a versé avec votre argent. La France payant 16%, ça fait déjà 1 milliard d'euros sur plusieurs années qu'on a versé de fonds de mise à niveau à l'entrée de la Turquie. Comprenez-moi bien d'ailleurs, hein. Moi je ne suis pas turcophobe. J'essaye simplement de comprendre pourquoi la Turquie doit entrer et pas la Russie. C'est ça que vous devez aller demander à votre député. C'est ça, pourquoi la Russie ne doit-elle pas entrer dans l'Union européenne? Qui en a décidé? Et qui a décidé que la Turquie doit y entrer? Il s'agit d'une manœuvre géopolitique qui a été précisée par le président George Bush, président des États-Unis. Vous voyez que c'est quand même au mieux, je ne peux pas faire mieux, comme source. Dans son discours à l'université de Varsovie le 15 juin 2001, toutes les nouvelles démocraties de l'Europe de la Baltique à la mer Noire et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux doivent avoir la même chance pour la liberté et la sécurité, la même chance de rejoindre les institutions européennes. Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'UE. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. C'est du complotisme. Madame Condoleezza Rice, pendant qu'il y avait les élections en France, le référendum de 2005, elle était allée à Vilnius, elle est reçue par le président lituanien Valdas Adamkus, c'est une dépêche AFP du 21 avril 2005. Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure du référendum sur l'Écosse, est-ce que vous avez noté cette chose étonnante qu'il y a actuellement 2 projets de référendum, l'un pour l'indépendance de la Catalogne, l'autre pour l'indépendance de l'Écosse. Et il y a un 3e projet de référendum en Europe, qui est pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Eh bien, figurez-vous qu'au gouvernement américain, il y a un type qui est secrétaire d'État aux affaires européennes. Comme j'ai dit, nous, il faudra qu'on crée un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines dans le gouvernement français.
Eh bien, ce type est allé voir M. Cameron et a interdit qu'il y ait un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais en revanche, a trouvé très bien le référendum sur l'indépendance de l'Écosse et la Catalogne. La politique d'Europe des régions étant une politique typique de diviser pour régner, voulue par les anglo-saxons. Alors moi, j'insiste là-dessus parce que j'aime pas qu'on me traite de complotiste. Moi, c'est quelque chose que je trouve odieux, parce que c'est une façon de disqualifier son interlocuteur sans répondre sur le fond des arguments. Vous imaginez, là je vous en ai cité quelques-uns, je pourrais vous entretenir toute la nuit. Une question qui ne vous a pas été posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire l'Europe sans que les Américains soient d'accord ? Oui, c'est un débat essentiel. Si vous voulez, j'ai pris un risque qui n'est pas de refaire un livre, mais de republier ce que j'avais écrit il y a 17 ans, en supprimant ce qui vraiment était trop lié à l'actualité. Alors, le vrai problème, c'est l'identité européenne. Quand on parle de protection, vous voyez, de préférence communautaire, c'est-à-dire de traiter les autres différemment de nous, la justification pour faire ça, c'est d'être différent des autres. Il faut donc essayer, alors là je suis pour fabriquer une civilisation européenne. Et ça ne peut se faire pas contre les États-Unis, parce qu'ils sont trop puissants et qu'il ne faut pas se couper d'eux, mais ça doit se faire en étant différent des États-Unis. Et à condition qu'ils acceptent. La construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne, car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis, et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand qui est celui d'une banque centrale indépendante, qui ne laisse place à la politique que comme à une sorte d'appendice technique. Une Europe fédérale, une Europe des régions, on voit ce qui se passe en Italie, où M. Bossi réclame la partition. On voit la Catalogne aujourd'hui qui est l'arbitre des destinées espagnoles. On voit naturellement que sur le plan de la politique économique, cette Europe porte la marque du conservatisme. Et c'est ce que je reproche au Parti socialiste. Donc, pour répondre à votre question, économiquement, il est incontestable que le plan Marshall a été bénéfique pour la France. Politiquement, il a créé une situation difficile. Il a toujours divisé, et de là est venue, en grande partie, cette relation passionnelle entre la population française et les États-Unis. Et puis, on peut dire, depuis cette date, et c'est aujourd'hui qu'on en parle beaucoup, cet ensemble politique a mis en cause la souveraineté nationale, donc l'équilibre entre le pouvoir économique d'un côté qui est diffus et qui est contraignant, et la démocratie politique qui a perdu en quelque sorte ses moyens d'agir. Certes, tel a été le choix des gouvernements français concernés. Un choix formulé très explicitement en 1950, avant la fin du plan Marshall. Un choix fait pour la première fois par Schuman et Monnet. Et ce choix délibéré n'a cessé ensuite d'être confirmé et reconfirmé jusqu'à Maastricht. Il a toujours été contesté, mais il a toujours marqué la vie politique française. Donc nous vivons toujours sous l'influence directe de ces événements que nous venons de voir de novembre 1947. C'est toujours actuel. La division est là, et les avantages économiques aussi. Si j'étais français, je serais moi aussi partagé. On a coutume de dire que le plan Marshall était une invention des États-Unis, ayant pour but de faire un énorme cadeau à l'Europe. Pas du tout. Il s'agissait en fait d'une série d'investissements destinés à orienter et réorganiser l'Europe. L'idée était d'amener les pays européens à dépenser ces fonds d'une certaine manière. C'était très bien mis en lumière dans le film de Billy Wilder, 1, 2, 3, qui montrait comment une société telle que Coca-Cola était dirigée en Allemagne. C'était une superbe métaphore et en même temps, ça reflétait très bien la réalité. The Western sector, under Allied protection, was peaceful, prosperous, and enjoyed all the blessings of democracy. Just by coincidence, this happened to be the company I work for. To Edward P. Hazeltine, Home Office, Atlanta, Georgia. From C.R. McNamara, Berlin Branch.
Production figures for May, 270,000 cases. Consumption per capita now 5.2% above last year. Ils ont aussi exporté des idées. En Allemagne, on s'est mis à diriger les entreprises et les écoles dans un tout autre esprit. Et on ne pratiquait plus la politique de la même façon. Tout était calqué sur le modèle américain. Publicity campaign to reorient German businessmen's lunch succeeding. 27% now having Coke with the Knackwurst. Now, here's a real hot flash. We may become the first American company to crack the Iron Curtain. Wo fahren Sie hin? Ost-Berlin. Papiere. American citizen. What is the purpose of your visit? I'm going to see Commissar Petrikov, chairman of the Russian Trade Commission. What for? On business, I represent Coca-Cola. Coca-Cola? You have proof? Will this do? I confiscate proof. Fair enough. Just return the empty. Okay, proceed. À terme, vous finirez par créer un grand marché européen. Il sera intégré aux États-Unis et activé par le moteur du libre-échange américain. Et vous, ouvriers, vous aurez un meilleur niveau de vie, surtout si vous n'avez ni syndicat ni parti communiste. Le plan Marshall était en fait un énorme compromis basé sur un effet de levier. On sait aujourd'hui qu'il n'a représenté que 5% des fonds investis dans la reconstruction entre 1947 et 1951. Mais ces 5% jouaient un rôle crucial dans la direction à prendre. Alors l'autre partie de la question portait sur le fait que vous avez été candidat donc pour prendre la tête de la BERD, donc la Banque européenne de reconstruction et développement, candidat malheureux puisque c'est un Britannique qui a finalement été choisi contre toutes les règles tacites puisque l'institution est déjà basée à Londres. Français et Allemands n'ont pas vraiment réussi à s'entendre, en tout cas il y a eu un petit peu de cafouillage sur la ligne, sur un partage des postes de responsabilité l'un après l'autre en Europe. Est-ce que ça va continuer? Vous vous sentez victime d'un cafouillage? Je ne me sens absolument pas victime, je ne donne pas l'impression d'être une victime. Ce que je fais à la Banque européenne d'investissement est absolument passionnant, mais puisque vous revenez sur un épisode d'il y a 2 semaines, soyons simples, l'Union européenne n'arrive plus à prendre ses décisions à 27 par consensus. Et donc à partir du moment où elle n'y arrive plus, c'est la graine de la division qui est là. Écoutez, on a le résultat qui était prévisible lorsque les 27 États membres n'arrivent plus à s'entendre entre eux, c'est que c'est le reste du monde, dirigé par les États-Unis, qui prend les décisions à la place de l'Union européenne. C'est un choix de certains États européens de préférer suivre les États-Unis plutôt que de suivre les décisions par consensus à Bruxelles. Mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Après, vous pensez qu'une autre politique est possible aujourd'hui ? D'abord, il n'y a plus de président de la République en France depuis que l'Europe existe. Le président de la République, c'est le Premier ministre qui prend ses ordres en Europe, et je crois à l'Europe, au gouvernement européen. Et je pense qu'il n'a pas le choix, François Hollande, de faire cette politique-là plutôt qu'une autre. Il continuera, évidemment, et il est dans une logique qui est bien la sienne. Les gens font semblant de découvrir Hollande aujourd'hui. Il a fait l'éloge de l'Europe, de l'euro. Il nous a dit rien à faire des peuples. Ils votent, mais s'ils sont du côté du mauvais vote, eh bien, on va faire de telle sorte que ça passe quand même. Il s'entend très bien avec Sarkozy sur ce terrain-là. Donc je pense qu'il y a juste une espèce de psychodrame avec des personnages qui sont dans le carriérisme, dans l'affairisme politique, mais ça va rien changer. Non, moi je vous parie que ça continuera comme avant parce que la France n'a plus le choix de mener une politique. Le souverainisme. Si on peut sortir de l'euro, par exemple. Oui, il faudrait. Ben voilà. Ah, il faudrait. Voilà une position. Oui. Ah, très bien.
Et on a donné un spectacle absolument lamentable, un spectacle honteux où chacun défendait ses intérêts nationaux, et notamment l'Allemagne, qui a refusé de comprendre que l'on partageait un destin commun. Obama a pris son téléphone et a appelé la chancelière pour lui dire « il faut céder ». Alors il a eu une conversation avec Nicolas Sarkozy, mais le point dur était la chancelière. Il a passé un coup de fil le vendredi, il l'a rappelé le dimanche pour la faire céder, et il est parvenu à la faire céder. Mais son intervention ne s'est pas arrêtée là. Il a appelé aussi Zapatero, le Premier ministre espagnol, qui lui-même refusait de comprendre l'ampleur de la crise. Et donc il a dû appeler Zapatero pour lui dire « il me faut un plan de rigueur ». Et donc Zapatero, qui jusque-là refusait de céder à la pression des partenaires européens, a annoncé dès le lendemain qu'il allait adopter un plan de rigueur, et ça a contribué évidemment à calmer les marchés qui ont été rassurés. Donc moi je pense que le président actuel de l'Union européenne s'appelle Barack Obama.